Si vous êtes là, c'est parce que c'est un témoin de l'indépendance. Vous allez avoir un témoignage de première voix, de première main. Comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu. Et puis, si nous sommes parlés quelques minutes. Merci beaucoup. Comme vous allez le remarquer, j'accuse un certain âge et je suis né au Congo, au centre même du Congo, c'est-à-dire à Lulabour, actuellement qu'on appelle Kananga, et une ville qui était prévue par l'administration coloniale à devenir la capitale du Congo, parce que étant située vraiment au cœur du Congo, au centre. Lorsque vous prenez le méridien, l'équateur et tout ce que vous voyez là, le centre de l'Afrique même est pointé sur le Kasaï, c'est-à-dire le Luabourg, qui devait devenir la capitale du Congo, selon le plan qui était prévu par les Belges. C'est bien dommage que M. Nerenc soit parti. J'aurais aimé qu'il soit là pour que je puisse apporter quand même un certain correctif sur son témoignage, parce que en tant que Belge, il est arrivé au Congo en 1957, mais moi je suis né au Congo. En 57, si je peux vous interrompre, vous aviez quel âge en 57? Bon, il faut dire que je prends l'âge de l'indépendance. Juste à la proclamation de l'indépendance, j'étais déjà dans les 12 ans. J'avais déjà 12 ans. 12 ans, donc en 57, vous aviez dans les 7 ans. Je crois, oui. Je crois. Bon, oui. Ouais. Alors, ce qui veut dire que il y a aussi le diplomate qui était là, qui est parti. J'aurais aimé qu'il soit aussi là pour que je puisse en tout cas apporter beaucoup d'éléments de l'histoire de notre pays. Le Congo que vous voyez aujourd'hui, avant qu'on en parle, je voudrais vous dire que tout à l'heure, nous avons chanté l'hymne national, le debout congolais. Il y a une partie, le strophe, quelque part dans cet hymne national, qui met ce qu'on appelle l'emblème important sur cette journée. C'est le jour de l'immortel serment. Je demande à la jeunesse congolaise qui est là de mieux relire chaque phrase de notre hymne national. Vous comprendrez que si vous l'intériorisez totalement, nous ne serons pas là où nous en sommes aujourd'hui, sous un autre esclavage. Le Congo que vous voyez est une chance pour le monde, est une chance pour les Congolais. Il a été constitué en 1885 par la conférence que d'aucuns connaissent ici, qu'on appelle la conférence de Berlin. C'est-à-dire que plus de 14 États occidentaux se sont réunis à Berlin, dans le bureau de Mme Merkel actuellement. Celui qui siégeait là à l'époque, c'était M. Bismarck, le chancelier allemand à l'époque, pour décider du partage de l'Europe. 14 États, sans même la participation d'un Congolais, même pas un Africain, à Berlin, en 1884. Cette conférence a pris du temps. De 1984 jusqu'en 1985,
le 26 février 1985, il décide que le Congo devenait carrément un État. C'est-à-dire que le Congo que vous voyez a vécu 2 fois l'indépendance. C'était l'État indépendant du Congo qui était géré par un roi des Belges, pas le roi de la Belgique, un roi des Belges qui lui-même est originaire de Saxe-Cobourg, c'est-à-dire, c'est un Allemand. C'est-à-dire que la royauté, la dynastie belge n'est pas du sang belge, il est du sang allemand, de Saxe-Cobourg. Pour le roi Léopold II qui a géré ce pays-là, le pays-là est constitué de tous les anciens États qui ont existé avant l'arrivée de Blancs, c'est-à-dire l'Empire Mongo, l'Empire Luba, le royaume Zande, le royaume Lunda. C'est tout ce que vous voyez là, cette configuration-là. Et tous ces pays qu'on appelait à l'époque royaumes, etc., sont devenus une nation. Plus tard, je salue d'abord l'idée que nos amis de Renan ont eu à pouvoir gagner la confiance des autorités de Renan pour avoir cet espace culturel-là, parce que moi-même, je suis, comme l'a dit Mukamba, je suis consultant en management culturel et social, de formation d'ailleurs, et que j'aurai quand même une contribution importante à apporter à cet espace. Parce que la jeunesse congolaise doit cultiver la conscience historique. Parce que celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays ne peut pas comprendre comment faire la politique de ce pays-là. Notre pays fut d'abord une propriété du roi de Belge. C'est-à-dire, les hommes congolais que nous sommes, nous étions des sujets du roi. Mais nous n'étions pas belges, toujours congolais, mais des sujets du roi des Belges. Les animaux appartenaient, donc c'était lui qui contrôlait les animaux, les forêts, les eaux et tout ce que vous voulez là. Jusqu'à ce qu'un autre Européen constate que la gestion de notre pays par le roi des Belges était catastrophique. Pourquoi? Parce que ces jeunes Allemands, non, c'est un Anglais, M. Morel, qui travaillait au port d'Anvers, en Belgique. Vous voyez les bateaux qui venaient du Congo, à partir des moments qui arrivaient à Anvers, c'était plein d'ivoire, d'or, de beaucoup de richesses, de bois. Mais le retour de ce bateau au Congo, le bateau rentrait toujours avec des armes. En fait, des armes à feu. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette opération qui consistait à voir l'Afrique qui amène des richesses et l'Europe qui rentre en Afrique avec les armes. Il a dénoncé cette opération-là qui était à la base de plus de 10 millions de Congolais tués pour travailler dans les champs de EVA pour le caoutchouc, parce que c'était la révolution industrielle, parce qu'il fallait fabriquer des pneus. À cette époque-là, les pneus étaient une matière importante. Et voilà comment nous avons perdu au moins plus de 10 millions de nos grands-parents qui étaient forcés à travailler, à produire le caoutchouc pour le bonheur de l'Europe. Je voudrais, avant d'arriver à un autre témoignage, le Congo est devenu colonie à partir de 1908, lorsque cet Anglais dénonce par la presse que le roi de Belgique est en train de commettre ce qu'on appelle un génocide. Il y a plus de millions de Congolais qui meurent sous le coup des travaux forcés. Les Américains sont entrés dans le jeu pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'était un génocide muet
on ne voyait pas les images et tout ça. C'est cet Anglais-là à qui nous devons, nous Congolais aujourd'hui, rendre hommage parce qu'il a sauvé des millions de Congolais. C'est alors que dans le testament de roi Léopold II, le Congo devait lui être arraché pour être confié à la Belgique en 1908. Et la Belgique a eu aussi le temps de gérer le Congo, comme vous le savez. Je ne vais pas ici parler trop d'histoire, ça prendra trop de temps. Mais que vous sachiez, effectivement, qu'au moment où nous fêtons, où nous célébrons cette date emblématique aujourd'hui, notre pays est sous occupation des étrangers. Les Rwandais sont maîtres du Congo aujourd'hui, avec la complicité d'un certain nombre de Congolais, en particulier celui qui est aujourd'hui à la tête de ce pays-là. Parce que toutes les organisations internationales ont documenté plus de 15 millions de Congolais tués pendant 20 ans. Mais ceux qui sont auteurs de ces crimes se trouvent curieusement être toujours au Congo, se pavanant et ne sont pas inquiétés. Nous fêtons aujourd'hui cette fête sous un signe de deuil. Au Kivu, la guerre est là, on est en train de tuer. Il y a 2 semaines, au Bas-Congo, on a tué. Au Kasaï, on tue. Partout, on tue. Il ne faudrait pas que nous négligions ce qui se passe dans notre pays. Sinon, au Kamatabiso, bololé. Bololé. Ceci étant, nous arrivons en 1960, temps où l'indépendance est Komaki. Je voudrais parler à la fois en lingala et en français. Surtout, salut pour mon jeune frère qui est là, qui a amené ses enfants. J'aurais aimé voir en tout cas de manière à ce que Bayoka histoire. Je voudrais dire, ça aurait été encore mieux de voir beaucoup d'enfants congolais ici pour quand même qu'ils soient témoins de tout ce que nous révélons comme histoire de leur pays. Parce qu'après nous, le flambeau doit être en tout cas remis à la génération qui va venir. Mais est-ce que vous écrivez quelque chose? Oui, c'est bien beau, vous êtes vivant, vous avez beaucoup d'informations. Pourquoi ne pas le mettre sous forme écrite? Comme ça, ça pourrait rester. Ce serait une belle manière de léguer quelque chose à la postérité. Non? D'autant plus que nous sommes en Suisse, donc c'est possible. Très belle idée. Vous-même, vous êtes Congolais. Oui. Voilà. Vous pouvez écrire aussi. Ce que j'ai dit, vous pouvez l'écrire. Si vous me dites, si vous me dites que, voilà, planifions de réunions pour que je puisse écrire vos témoignages, je peux le faire. Très bien. Mais il y en a qui ont déjà écrit beaucoup de choses. Mais je pense que vous avez des particularités par rapport à tout ça aussi. Ouais. Mais merci d'abord de m'avoir invité. L'invitation d'aujourd'hui, c'était pour, vous m'excuserez de ce que je viens de dire, parce qu'en tant que Congolais, je ne peux pas faire le témoignage que je vais vous faire aujourd'hui sans quand même vous révéler ce qui se passe aujourd'hui au pays. Oui. Le pays n'est pas en bonne santé. Tu viens d'arriver, mon cher ami, je viens de dire que nous allons parler en français et en lingala. Voilà. Tant où Babandi Makambo a indépendance, c'était en 1950, je crois 57, 58. Oui, il y a eu d'abord les élections municipales. Est-ce que je peux faire la traduction? Vous parlez en lingala, j'essaie de voilà. faire la traduction en français. Oui, ok. Oui. Quand il y a eu des remous autour de l'indépendance, cela a commencé vers les années 56, à Léopoldville ou bien à l'intérieur du pays? Partout au Congo. Partout au Congo, il y a eu des révoltes parce que les Congolais voulaient l'indépendance auprès de l'autorité coloniale qui est la Belgique. Voilà. Et les Belges qui étaient pour l'émancipation des Congolais
ils ont convaincu l'autorité coloniale de procéder par les élections. Vous parlez déjà en français. Oui. Oui. Bandi pour convaincre l'autorité pour que l'élection est salima. Mais au niveau le plus bas, au niveau de la collectivité, au niveau de la commune. Ok. Pendant ce temps, on continue. Il y a eu d'abord les élections municipales. Après les élections municipales, on a vu les gens comme Joseph Kasavubu devenir bourgmestre de la commune qu'on appelle aujourd'hui la commune Kasavubu. À l'époque, c'était Dendal, ça s'appelait Dendal, la commune de Dendal. Il y a eu des élections comme ça à travers le pays. Dans le Haut-Congo, dans le Kasaï, dans le Katanga, partout, etc. Mais en 1958, 59, il y a eu des rumeurs sur le retour au Bas-Congo du corps de Simon Kimbangu. Ça, c'est un élément que les gens ignorent toujours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Simon Kimbangu, est-ce que vous pouvez expliquer qui est Simon Kimbangu? Simon Kimbangu, si nous parlons de l'indépendance du Congo aujourd'hui, cette indépendance, le combat, la lutte qui a commencé pour qu'on accède à cette indépendance a commencé en 1921. Ça, il faudrait que les gens notent. En 1921, par un prophète congolais qu'on appelait, qui est déjà mort bien sûr, Simon Kimbangu. Et ce personnage a connu une vie dure pendant la colonisation belge. Pour avoir réclamé l'émancipation des Congolais et des Noirs du monde entier, ce monsieur a dû faire la prison pendant 30 ans. Et il est mort en prison. On l'a enlevé de son milieu de vie au Bas-Congo pour l'emprisonner avec ses partisans, au moins plus de 30 000 familles qu'on a déplacées du Bas-Congo pour les reléguer dans d'autres provinces du Congo. Et lui-même était au Katanga, au sud, en prison pendant 30 ans pour avoir réclamé l'émancipation donc du peuple congolais. C'est ce combat-là que Simon Kimbangu avait mené à l'époque qui a inspiré les jeunes Congolais des années 50, comme les Lumumba et les autres, pour arriver donc à intensifier la lutte pour l'accession de notre pays à l'indépendance que nous fêtons aujourd'hui. Voilà un peu, d'une manière laconique, ce que je peux parler, ce que je peux témoigner de manière historique sur cette histoire de l'indépendance. Alors, est-ce que, à 12 ans, lorsque le Congo devenait indépendant, quels étaient les sentiments qui prévalaient à la cité, pas chez les politiciens, mais chez le petit peuple? Qu'est-ce qu'ils pensaient de cette indépendance-là? Un jour, c'était la rentrée scolaire. Du temps de la colonisation belge, tous les élèves de l'école primaire devraient passer à la prophylaxie pour le contrôle médicaux, pour voir s'ils n'ont pas attrapé des maladies, des varicelles, de tuberculose et tout ça. Il y avait un centre qu'on appelait le centre de prophylaxie où on nous amenait avant la rentrée scolaire. Mais ce centre était en face d'un quartier huppé de Blancs, où les Belges vivaient. Alors, un jour, mon père m'amène là, avant la rentrée scolaire. Après le contrôle, je regarde les enfants des Belges qui jouaient avec les toboggans, de vélos et tout ça, etc. Et je les admirais. Et mon père me tape sur l'épaule, il me dit, tu sais, ça ne fera pas longtemps, ils vont partir, c'est vous qui
allaient les remplacer, qui allaient aussi jouer avec ces vélos-là et ces toboggans-là. On dit, comment? C'est vrai que nous serons aussi comme eux? Mon père m'a dit, bien sûr, parce que d'ici les années que nous allons maintenant, les années qui vont venir d'ici là, ce sont les Congolais qui seront les chefs de ce pays. Donc l'indépendance chez le peuple signifiait jouir des privilèges du colon. Jouir, c'est-à-dire remplacer les colons par les enfants du pays. C'était ça, l'explication. Mais par la suite, comment ça s'est passé? Est-ce que les desseins de votre père se réalisaient? Dans un premier temps, lorsque l'indépendance est arrivée, tous les jeunes, oui, ça s'est réalisé parce que les jeunes qui étudiaient par exemple dans des écoles publiques, bon, les écoles où il n'y avait pas où on ne nous mélangeait pas avec les enfants de blancs, ils ont eu quand même accès à maintenant entrer dans des écoles où il y avait des petits blancs. Est-ce que le fait d'étudier dans une école où il y a des petits blancs, par rapport à vous-même, Congolais, c'était une dignité de plus, un prestige de plus qui vous différenciait des autres Congolais? C'était quel sentiment? Ceux qui étudiaient avec les petits blancs, avec quel sentiment? C'était le sentiment de l'émancipation. De l'émancipation, de on supériorité. sentait qu'on est émancipé. Mais quand parce que maintenant, avant, on nous interdisait d'étudier ensemble avec les petits blancs parce que nous étions carrément des sous-hommes. Il ne faut pas oublier qu'on nous a relégués au niveau des sous-hommes. Mais dès lors que ces petits blancs partaient et nous les remplaçons, alors nous devenons des hommes émancipés et nous nous sentions chez nous. Alors, par rapport aux politiciens, quels ont été les changements substantiels par rapport aux politiciens qui, eux, ont accédé aux fonctions de gouvernance? Comment vous les avez vécus, vous? Ils étaient comment? Ils étaient comme des riches politiciens aujourd'hui ou bien c'était des gens plus ou moins normaux? Je vais vous faire une révélation. La première réunion du Conseil des ministres présidée par Patrice Emery Lumumba, beaucoup de ministres qui étaient déjà nommés, qui étaient là, demandaient au Premier ministre, est-ce que nous allons aussi habiter à Kalina? Kalina, c'est? Kalina, c'est l'actuel Gombe, qu'on appelle, là où habitaient donc les Belges. Kalina, c'est un quartier huppé de Kinshasa qui a été construit par les Belges le long du fleuve Congo. Exactement. Donc, c'était ça. Donc, chaque ministre du premier gouvernement congolais voulait a revendiqué une propriété dans, et tout ça. Etc. Il fallait exproprier les propriétaires belges, c'est ça? Mais puisque c'était des maisons qui étaient construites avec l'argent du contribuable congolais. Une dernière question. Probablement, vous avez vu peut-être quelques universitaires congolais à l'époque. Comment se sont-ils comportés par rapport à cette indépendance-là? Ou bien ceux qui vous ont précédé comme aînés dans les études, lorsque le pays accédait à l'indépendance, comment eux rêvaient l'indépendance? Ils rêvaient en termes de développement tel qu'on leur enseignait à l'école, ou bien rêvaient-ils aussi en termes d'acquisition des biens qu'auraient laissés les colons? Vous savez, les premiers universitaires ont trahi le pays. C'est-à-dire, c'était des jeunes qui étaient censés comprendre comment la démocratie s'opère. Le Premier ministre Patrice Emery Lumumba était un élu qui était responsable devant le Parlement. Mais lorsqu'on a commencé à lui créer des problèmes par l'administration belge qui ne voulait pas, puisque M. Merenc est parti, je voulais bien en tout cas apporter un correctif sur ce qu'il a dit, que Lumumba avait prononcé un discours incendiaire, qui insultait les Belges. Mais si vous réalisez ce discours, il n'y a pas d'insulte comme telle. C'était une manière seulement de montrer que la colonisation était carrément un crime contre l'humanité, qui est d'ailleurs dénoncé par les instruments du droit international, dont les Belges savent très bien.
C'était tout simplement ça. Alors, une dernière question. On a connu que Lumumba et Kasavubu étaient opposés. Est-ce qu'il y a eu des tensions interethniques dans la province de Kinshasa, lorsque Lumumba et Kasavubu ont eu des problèmes institutionnels, de destitution de l'un comme de l'autre? Donc, disons que il y a eu effectivement une crise profonde qui a fait que, après l'indépendance, Lumumba n'a fait que 3 mois au pouvoir comme Premier ministre. Et M. Nérin qui vient de partir, j'allais bien en tout cas lui apporter aussi un autre élément d'histoire. Les Belges ne voulaient jamais voir Lumumba gérer ce pays-là. Il fallait maintenant utiliser les Congolais pour s'élever contre Lumumba. C'est ainsi qu'ils ont utilisé le général Mobutu à l'époque pour faire un premier coup d'État. Et ce coup d'État est intervenu le 4 septembre 1960, soit 3 mois après l'installation de Lumumba comme Premier ministre. Et Lumumba est invalidé. Et tous les partisans de Lumumba entrent en rébellion. Il y en a qui sont partis carrément à Kisangani pour aller créer un gouvernement légal. C'est-à-dire que dès lors que Lumumba, qui a été élu, ne peut plus gérer les affaires du pays, nous allons en tout cas nous organiser dans la province orientale. C'est comme ça que vous avez appris que Lumumba a été précédé par Gizenga et les autres à Kisangani pour faire ce qu'on appelle le gouvernement légal de la République du Congo. Mais on dit que Gizenga a massacré les gens Kisangani. Il a laissé un très mauvais souvenir. Bon, ça, c'était la rébellion. Et c'est vrai qu'il y avait maintenant ce que les gens appelaient à l'époque les pantins des impérialistes qui ont carrément soutenu le coup d'État qui a été opéré contre Lumumba. Et ceux-là, ils ont subi en tout cas la loi donc, de la rébellion. Ok. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé ces bels éclairages sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez prendre un engagement avec moi qui écrit, que nous puissions nous rencontrer de temps en temps, que je puisse prendre tout ce que vous avez à dire sur le Congo par écrit. Parce qu'on vous présente ici comme M. Paul Kaumbu Tumba, un des doyens des Congolais de Lausanne. Donc, je pense que même l'histoire des Congolais à Lausanne, vous pouvez aussi l'écrire. Donc, il est très important pour que la postérité ait quand même ce que j'appellerais des sources, qui aient quand même l'information primordiale qui leur permettrait de se situer dans cette Suisse multiculturelle où ils vont vivre, où ils vont se développer, où ils vont apporter leur contribution à l'essor suisse. Exactement. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. OK. Merci les amis. Il fait tellement chaud. Le temps ne s'y prête pas pour qu'on aille plus loin. Il y avait d'autres révélations que je voulais faire au niveau maintenant de nos tribus, au niveau de Kinshasa. Comment est-ce qu'on commençait à se regarder en chien de faïence et tout ça. Mais le moment est tellement névralgique que je ne veux pas en tout cas me prononcer là-dessus. En tout cas, tout à l'heure, quand on aura fini tous les entretiens, moi je m'approcherai de vous et on essaiera de parler. Oui, voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et on nous a dit qu'il faudrait qu'on célèbre la fête d'aujourd'hui sous un signe de méditation. Méditons notre pays, nous ne le gérons plus. Si la jeunesse congolaise ne se met pas debout pour récupérer sa souveraineté, ça sera carrément trop tard. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Soyez debout, car ce pays-là est à nous. Merci.